Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, au Bonjour. 182 de la Fabrique à Montmagny, 248-7727. Je fais ça par cœur. Hein? C'est important. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, là, on a parlé beaucoup, ces dernières chroniques, de testament, liquidateur. Aujourd'hui, on va parler de la résidence lors d'une séparation. Oui, encore un sujet joyeux. Oh! On pourrait en parler toute la journée, je pense. Alors, décision. Qui peut rester dans la résidence s'il y a une séparation? Ouais. Toute une question. Hein? Oui. Ah, prenez votre temps. C'est pas évident parce que il y a beaucoup d'émotions lorsque ça se produit et tout ça. Puis, comme je disais tout à l'heure, encore un sujet joyeux. Donc, lorsque ça veut pas dire qu'on a besoin de notre notaire seulement quand ça va mal. Mais ces temps-ci, on dirait que nos sujets tournent autour de ça. On va arriver avec des choses quand ça va bien bientôt. Donc, lorsqu'on se sépare et que l'on possède une résidence, qu'elle nous appartient seulement à nous, à nous tout seuls ou avec notre conjoint, il y a une décision qui doit se prendre. Donc, qui peut habiter la résidence? Lorsqu'on est marié, lorsqu'on n'est pas marié, c'est différent pour le choix de qui conserve la résidence. Lorsque l'on est marié et que la résidence appartient à un seul des conjoints, la résidence fait partie du patrimoine familial. Donc, il y a un calcul qui doit se faire pour la séparation monétaire de la résidence, mais pas nécessairement qui va l'habiter. Donc, et les deux personnes ont droit de demeurer dans la maison à ce moment-là. Lorsqu'on est conjoint de fait, et qu'un seul des conjoints est propriétaire de la résidence, bien, la question n'a même pas à se poser à la limite. Là. Celui qui est propriétaire conserve son bien. Donc, mais si on est conjoint de fait, que la propriété appartient aux deux, on a le même problème. On a le problème qu'on soit marié ou pas, et c'est sur ça qu'on va élaborer. Donc, décision qui doit ou peut rester dans la résidence. Lorsqu'on est propriétaire, les deux peuvent rester dans la résidence. C'est certain que lorsqu'on se sépare, ça nous tente plus trop de cohabiter avec notre ex-conjoint. Donc, à ce moment-là, il faut prendre la décision si l'un ou l'autre conserve la résidence ou s'il y a une vente, puis le déménagement se fait par les deux ou qui quitte la résidence à ce moment-là. C'est vraiment une décision consensuelle, donc qui est prise à deux, à savoir qui peut rester dans la résidence et tout ça. C'est sûr qu'on aimerait que ce soit tout déjà établi et qu'on décide, que la loi décide ou qu'il y ait une règle qui dit, bien, écoute, c'est celui qui a quitté et qui quitte la maison, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment se parler. Il peut y avoir, par contre, de façon consensuelle, un accord, un contrat de vie commune que vous pourriez avoir signé qui aurait déterminé ce qui se passerait avec la maison à ce moment-là, au décès, qui peut rester et comment ça fonctionne. Donc, c'est plus rare que les personnes ont ce document-là, mais certains conjoints de fait... Ben, ça commence une relation. Ça commence une relation si on se sépare, là, mais ça se fait? Oui, ça se fait. Il y a un contrat de vie commune qui peut être fait où ce qu'on va venir mentionner spécifiquement qui conservera la maison, de quelle façon ça va fonctionner lors de notre séparation. Comme je dis, ça fait un petit peu drôle quand ça va bien de venir choisir qu'est-ce qui va arriver quand ça va mal, mais c'est un peu l'équivalent d'une convention d'actionnaires. Donc, des actionnaires, quand ça va bien, c'est à ce moment-là qu'ils mettent par écrit qu'est-ce qui se passe si jamais on se sépare. Donc, les conjoints de fait, tout comme les conjoints mariés, les conjoints mariés sous réserve du patrimoine familial peuvent venir établir les règles du jeu concernant la résidence. Oui, et les étapes à suivre. Parce qu'il y a des étapes. D'abord, c'est... vous parliez de compensation calcul, là, c'est la... Oui, donc qui conserve la maison, bien sûr, ça va être relié à l'aspect financier de cette résidence-là. Donc, lorsqu'on l'a acheté, il y a eu une mise de fonds qui a été donnée, il y a un financement hypothécaire qui est rattaché à ça. Donc, je vous parle pour la plupart des cas. Là, si vous l'avez acheté comptant, bien là, on voit autrement. Mais je vais prendre le cas où est-ce que vous avez mis une mise de fonds, vous avez fait un emprunt hypothécaire auprès d'une institution financière. Donc, la personne qui va conserver la maison devra dégager le conjoint qui va quitter et qui va lui céder sa part dans la résidence. Donc, le compenser pour lui rembourser sa mise de fonds qu'il a mis si les règles du jeu étaient établies comme ça au départ et le dégager au niveau de son financement hypothécaire. Donc, on peut avoir déterminé un montant. On va voir comment on peut le déterminer aussi et dire, bon, OK, je te remets la somme de 50 000 $ en contrepartie que j'assume le reste des paiements hypothécaires jusqu'à la fin et tu me transfères
transfère la propriété de la maison qui t'appartient. Donc, ça peut être fait comme ça. Pour faire le transfert, bien sûr, on peut avoir tout décidé ça entre nous, mais il y a une troisième personne qui est le créancier, qui va être la caisse, la banque, une compagnie d'assurance. Donc, la personne qui a financé votre achat de résidence, donc, doit être mis au courant de votre séparation. Donc, doit être mis au courant du fait qu'il y a une des deux personnes qui va poursuivre le contrat avec eux, donc le reste des paiements. Même si on a établi ces règles entre nous, c'est un peu l'institution financière aussi qui va décider des règles du jeu parce que deux personnes qui empruntent pour une résidence et là, ils se retrouvent avec juste une, il faut que cette personne-là se qualifie à l'emprunt. Pour le reste, ce qui reste de l'emprunt, il se qualifie seul parce que là, l'autre personne ne sera plus sur le prêt. Donc, c'est pour ça que quand les gens nous appellent, on est prêt, on a décidé qui? Avez-vous informé votre institution financière? Quand c'est non, bien, commencez par appeler votre directeur de compte, lui expliquer que vous voulez conserver la résidence, quel montant vous devez à votre ex-conjoint et voir si financièrement, eux, ils vous acceptent comme débiteur seul. Et à ce moment-là, ils vont vous émettre, vous allez avoir signé un dégagement. Donc, vous allez dégager votre ex-conjoint avec le document de la caisse ou de la banque et une copie de ce document-là qui prouve que votre créancier a accepté le transfert de votre propriété, va être annexé à l'acte notarié qui va être signé pour la cession de la propriété à celui qui la conserve. Mais là, ce que je comprends, là, c'est que tout ça se passe si un couple se sépare dans l'harmonie. Oui. Mais si c'est pas dans l'harmonie, comment ça se passe? Est-ce que ça prend une notaire pour embarquer dans le jeu? Parce que le jeu, c'est comprend dans le sens qu'on le dit, là, mais embarquer dans les discussions parce qu'il y a vraiment... Dépendamment de la gravité du conflit, il y en a que ça peut se passer avec leur notaire. Ça se passe pas toujours bien, les séparations, on le sait, là. C'est ça. Alors, donc, on fait quoi dans ça peut se passer avec votre notaire. Si les deux parties ont confiance en leur professionnel, on peut aborder une discussion avec eux. Sinon, il y a des médiateurs qui existent, qui peuvent amener à une résolution de conflit aussi. Donc, soit un médiateur qui n'est pas nécessairement familial, peut être civil, commercial, ou un médiateur familial lorsque des enfants mineurs sont impliqués. Il y a une gratuité qui existe pour certaines séances avec le médiateur familial et qui permet aussi le volet de séparation de biens. Et si jamais c'est vraiment conflit et on n'est pas capable d'asseoir les deux parties dans la même pièce, bien là, chacun peut avoir son représentant, que ce soit notaire si c'est encore en discussion ou avocat si là, on est rendu en conflit ou en litige à ce moment-là. Donc, c'est pas facile de vivre une situation comme ça, mais là, on parle de la maison, mais il y a les autres biens aussi. Là. Quand on se sépare, il faut discuter de tout. Là. Autant des meubles que, malheureusement, s'il y a des enfants mineurs, la garde, pension alimentaire et tout ça. Donc, c'est toutes des discussions qu'il y a à avoir dans une période où c'est très émotif et où que... Mais marié, vous l'avez dit, c'est le patrimoine, c'est plus compliqué quand c'est conjoint de fait, parce que là, est-ce qu'il faut prendre des notes, écrire à chaque fois qu'on fait une acquisition ou garder une preuve, ou comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr que les règles du jeu, quand on est en couple, on en établit, même s'ils ne sont pas écrites. Je paye l'épicerie Hydro-Québec, tu payes les taxes scolaires, les taxes municipales, peu importe qui est propriétaire. Donc, on a un certain contrat de vie, mais c'est bien de mettre par écrit pour lorsqu'il arrive une situation. Donc, c'est pour ça que les contrats de vie commune, lorsqu'on n'est pas marié. Et c'est pas nécessairement plus compliqué lorsqu'on n'est pas marié. Lorsqu'on est marié, il y a le patrimoine familial, puis en plus, tous les biens avec le régime matrimonial. Donc, se séparer tout court, c'est compliqué et peut être coûteux, pas nécessairement seulement pour la personne qui conserve les biens, mais pour l'autre personne également, parce qu'on devient deux patrimoines séparés, tandis qu'on avait une façon de vivre, un niveau de vie avec deux patrimoines communs. Comme vous parlez dans une autre chronique, le mariage règle beaucoup de problèmes, si je peux le dire ainsi. Juridique, mais... Juridique, oui. Oui, juridique, mais... Pour des gens qui sont conjoints de fait actuellement, là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de brouille. Surtout aussi au niveau d'un décès,
d'avoir un bon testament, d'avoir des bons papiers. Ça revient toujours à la même chose. Hein. Oui, toujours d'avoir de bons documents aujourd'hui, en 2017-2018, c'est important. Oui, c'est important parce que pour être bien compris lorsqu'on n'est plus là lors de décès ou lors d'un conflit, s'assurer que les règles du jeu qu'on a toujours préconisées soient par écrit, ne serait-ce que pour un rappel. Ah oui, c'est vrai, nos valeurs étaient celles-là lorsqu'on a commencé ce projet-là commun. Allez donc voir Maître Nathalie Dubé pour être certain que vous n'aurez pas de problème. Au 182 Avenue de la Fabrique, Montmagny, 248-7727. Et parce qu'on parle de toutes les situations qui peuvent se causer, il peut en arriver beaucoup. On aime beaucoup quand on connaît une personne, mais quand ça arrive, une séparation, là, c'est le matériel qui parle. Oui. Maître Nathalie Dubé, merci beaucoup. C'est toujours intéressant, les chroniques juridiques. Ça complète. Je vous invite à être des nôtres dans 15 jours. Merci beaucoup. Merci à vous.